Donc je suis heureux d'être avec vous pour vous présenter donc, un sujet d'actualité, un sujet très important qui est le captage et stockage du CO2, qui est une des façons de lutter contre l'effet de serre. Donc ce que je vous propose, c'est, je dirais, n'hésitez pas, j'aurai une présentation qui va durer à peu près 1 heure ou un peu moins d'1 heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions assez importantes, à m'interrompre. Et de toute façon, après je dirais, mon exposé, donc j'espère qu'on pourra ouvrir les débats et discuter sur ce sujet-là. Donc, je vous présente, je crois que d'abord, le point important, c'est déjà de revenir sur pourquoi, je dirais, il est intéressant de capter et stocker le CO2. Donc je dirais notamment la relation avec l'effet de serre, donc je vous présenterai ça assez rapidement. Ensuite, je vous présenterai, puisque bon, je suis quelqu'un qui a surtout travaillé sur le captage du CO2, donc des technologies de captage, donc j'essaierai de faire assez simple, et je vous présenterai essentiellement les éléments connus à ce jour, les technologies qui marchent, et je dirais très peu de choses sur les technologies qui sont encore en rupture, qui sont encore en train d'être développées au niveau des laboratoires. Je vous dirai 2 mots du conditionnement du CO2, parce que le CO2, vous verrez qu'il ne suffit pas de le capter, après il faut le comprimer pour le réinjecter dans le sous-sol. Et aussi quelques mots aussi sur le transport. Donc ce sont des choses connues, puisque déjà on transporte et on stocke du CO2, et on transporte du CO2 pour certaines applications de stockage. Et par contre, j'insisterai essentiellement sur les aspects stockage, qui est un point important, et je vous donnerai des éléments sur je dirais, la partie plutôt projet, les projets actuels, là où on en est. Là on en est au niveau des recherches. Et puis, naturellement, donc c'est important de donner quelques éléments sur les aspects socio-économiques, et surtout, je dirais, les aspects réglementation, parce que la réglementation, c'est un point important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les aspects coûts, et essayer de comparer, je dirais, cette solution alternative, je dirais, aux autres voies pour limiter les gaz à effet de serre, notamment donc les énergies renouvelables et aussi le nucléaire. Donc, je présenterai également l'écart de coût entre les différentes possibilités. Et je vous donnerai quelques mots concernant les projets et les perspectives, là on en est. La grosse difficulté actuellement, c'est que il y a la crise économique, et c'est vrai que ce sont des technologies qui coûtent assez cher, je dirais, en termes d'investissement. Et le problème aussi, c'est qu'il y a un surcoût au niveau du coût de production d'électricité d'une centrale thermique traditionnelle charbon. Donc ça, c'est vrai après. De toute façon, on le sait, le problème de l'énergie va devenir de plus en plus cher. Et si on allie tous les facteurs, notamment les facteurs environnementaux, on va avoir une addition assez importante. Donc, je commencerai par revenir sur l'effet de serre. Donc, je dirais juste, donc ce petit schéma illustre l'effet de serre. Donc, en fait, on a le rayonnement solaire incident ici qui a absorbé une partie des rayons qui sont réfléchis, qui est absorbé, je dirais, par le niveau de la Terre. Et le phénomène qui se passe, c'est qu'après, les émissions infrarouges réémises par la Terre sont, je dirais, captées par ces gaz qui se trouvent dans la stratosphère, je dirais. Et le point important, c'est sûr qu'il y a une réémission après, dans ce sens-là, vers la Terre. Et tout ce qui est réémis en tant qu'infrarouge ne retourne pas, je dirais, directement en dehors de l'atmosphère. Mais donc c'est un phénomène qui, il faut le dire, c'est un phénomène naturel. Si on n'avait pas, je dirais, l'effet de serre, la température moyenne au niveau de la Terre serait de moins 18 degrés. Donc je dirais, l'effet de serre a quand même contribué à la vie. Et actuellement, ça permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés. Donc je dirais, sans l'effet de serre, il n'y a pas possibilité, il n'y aurait pas eu de développement de la vie comme on a eu, je dirais, sur notre planète. Donc il faut dire aussi qu'un des éléments importants de l'effet de serre, c'est l'eau. 70% je dirais, de l'effet de serre est dû à l'eau, et qui est dans l'atmosphère. Mais il y a d'autres gaz qui contribuent. Donc vous voyez, il y a le CO2, il y a les oxydes d'azote, il y a les CFC, les halocarbures. Et
Surtout, il y a un phénomène, je dirais, par rapport à cet effet de serre naturel, il y a, je dirais, l'activité humaine qui engendre une production de gaz à effet de serre additionnel. Donc c'est cette activité-là qui pose problème et qui, à terme, peut, je dirais, nous amener à la catastrophe. Donc au niveau des gaz à effet de serre, justement, qui contribuent à l'effet de serre additionnel, donc outre le CO2, donc on a le méthane qui intervient de façon assez importante. Il y a l'oxyde d'azote, les oxydes d'azote, les CFC et les SF6. Donc là, ici, sur ce diagramme, donc, est représentée la contribution de chacun de ces éléments émis par l'activité humaine, en prenant en compte, je dirais, le pouvoir de réchauffement global. Donc c'est sûr que le méthane, par exemple, je dirais, a un facteur 30 fois supérieur à celui du CO2. Donc il absorbe beaucoup plus les infrarouges que le CO2. On prend en compte donc ce pouvoir de réchauffement global, plus également la durée de vie du gaz dans l'atmosphère, parce que certains gaz qui ont une durée de vie limitée dans l'atmosphère, ainsi que la quantité de gaz émise annuellement au niveau de l'activité humaine. Donc quand on a pris en compte ces trois facteurs, à ce moment-là, on voit que le CO2 représente à peu près 55% des gaz, je dirais, émis, je dirais, par l'homme dans l'atmosphère, annuellement. Donc ce diagramme, qui est un diagramme qui a été réalisé par le GIEC, donc le GIEC c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc qui s'appelle en anglais IPCC, International Panel on Climate Change, qui a reçu, c'est un groupe d'experts qui a reçu en 2008 avec Al Gore le prix Nobel de la paix. Et donc là, c'est un de leurs rapports émis en 2007, c'est leur dernier rapport. Et donc ils en ont un en préparation là, qui va sortir en 2014. Donc sur ce diagramme issu de ce rapport 2007, on voit les évolutions des émissions de gaz à effet de serre. Donc en noir, c'est le CO2 qui est émis par la combustion essentiellement, plus les émissions industrielles par exemple pour produire de l'acier. En blanc, c'est du CO2 en fait qui est comptabilisé tel que, puisque ça correspond à la déforestation. Donc en fait, c'est le CO2, je dirais, que les plantes n'absorbent plus. Donc on voit que ce n'est pas négligeable. Et on voit que notamment dans la période récente, avec, je dirais, notamment la production de biocarburants dans certains pays comme en Malaisie, on a tendance à détruire la forêt et je dirais ça a des conséquences sur la quantité de CO2 émise. Et bon, il y a aussi le méthane qui n'est pas négligeable. Bon, c'est sûr que le méthane, donc les bovins émettent du méthane en quantité non négligeable. Plus il y a le méthane issu aussi de l'activité industrielle. Mais bon, quelle que soit je dirais globalement la tendance, c'est qu'on voit ici en milliards de tonnes de CO2 émises, on voit qu'il y a un accroissement non négligeable depuis 1970. Donc juste, ce petit schéma est là pour essayer de vous redonner une idée des différents flux et stocks de carbone. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le cycle du carbone. Juste pour mémoire, donc les grands endroits où le CO2 où le carbone est stocké, donc c'est dans les océans, donc un puits de 40 000 milliards de tonnes de carbone. Il y a également la biomasse, donc là c'est plus limité, donc ce sont toutes les forêts essentiellement, donc c'est 2000 milliards de tonnes de carbone, et je dirais l'atmosphère qui en contient 750. Bon, en plus, donc ici sont représentés un autre stock, ce sont les ressources que l'on a encore en termes d'énergie fossile, donc sous forme de carbone, de gaz et de pétrole. Donc c'est à peu près 5000 milliards de tonnes de carbone. Donc actuellement, l'activité humaine émet à peu près
Donc là, c'est en termes de flux, là, donc on n'est plus en termes de stock. 8 milliards de tonnes de carbone par an. Donc on a une émission de 8 milliards, sachant que les échanges entre l'atmosphère et les océans, donc on a 90 milliards par an qui passent de l'océan vers l'atmosphère, mais 92 dans l'autre sens. Donc globalement, l'océan éponge 2 milliards de tonnes sur les 8 milliards. Et de même, ici, la biomasse est pareil. La biomasse va éponger 2 milliards de tonnes de carbone par an. Donc globalement, ça ne fait que 4 milliards de tonnes par an, d'accroissement en fait. Ceci dit, quand on regarde quand même les évolutions, des concentrations dans l'atmosphère, on se rend compte que depuis la révolution industrielle, donc depuis le 19e, on a une croissance exponentielle, je dirais, de la concentration dans les différents gaz à effet de serre, et notamment pour le carbone. Et pour le carbone, je dirais, si on fait un zoom un peu plus récent, on voit, je dirais, qu'on va avoir une augmentation très très récente sur la dernière période. Et actuellement, donc on était à peu près vers l'an 2000, on était à peu près à 360, 370 ppm de CO2 dans l'atmosphère, et actuellement on est à 405. Donc en fait, ça continue à augmenter, et ça continue à augmenter de façon considérable. Donc juste pour vous rappeler l'impact sur, je dirais, les émissions de gaz à effet de serre sur le climat. Bon, donc là, ce sont des chiffres donnés par le GIEC. Concernant les évolutions de température, donc là, on a sur les relevés récents de température entre 1900 et puis à nos jours, on a une augmentation d'1 degré de la température depuis 1910. Donc ça, c'est confirmé. Et si rien n'est fait, on pourrait avoir une augmentation de 6 degrés à la fin de ce siècle. Donc sachant que ces chiffres-là sont des chiffres, avec certains modèles, je dirais, de prévision, mais actuellement, il n'y a plus de négationnistes, je dirais, sur le climat. Je crois que il y a un consensus pour dire qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a un problème au niveau de l'effet des gaz à effet de serre sur la température. Donc après, il y a les autres effets sur je dirais, les niveaux de la mer, donc plus 16 degrés depuis 1910, et certainement 60 cm, certains disent même 1 mètre en 2100. Et aussi la fonte des glaces, en fait, donc 10% depuis 1950, et c'est vrai que ça s'accélère. Donc les autres conséquences, c'est je dirais, des incendies en grande quantité. Donc ça, c'est une photo d'incendies en Russie il y a quelques années. Il y en a eu en Grèce, il y en a très fréquemment en Australie et aux États-Unis. L'autre impact, donc là c'est l'actualité récente, ce sont, je dirais, les ouragans, les tempêtes, Cynthia en France, Sandy aux États-Unis. Et puis donc, quid de la préservation de la biodiversité, donc certaines espèces qui risquent de disparaître s'il n'y a plus de glace. Donc tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut que nous limitions les émissions de CO2. La question est de savoir quel niveau de réduction. Et avant de regarder quel niveau de réduction, ce que je propose, c'est de regarder dans un premier temps l'évolution de la demande énergétique et en fonction aussi du mode de production actuellement envisagé de ces énergies. Donc là, j'espère qu'on voit. Donc là, c'est un diagramme, donc une prévision de l'AIE sur la croissance, je dirais, de la demande énergétique et la façon, donc, en fait, de la consommation d'énergie correspondante. Donc on voit qu'il va continuer, tout au moins jusqu'en 2030, d'avoir une consommation des hydrocarbures et du charbon de façon non négligeable. Le gaz naturel prenant une tendance assez importante au niveau de l'augmentation de sa consommation. Donc on va continuer à consommer du pétrole. Et je dirais par contre, l'énergie nucléaire apparemment resterait stable, je dirais.
On a un décollage des renouvelables non hydro. Donc c'est sûr qu'en Europe, on aura certainement un décollage plus important. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'Europe, je dirais. On a aussi il y a d'autres pays, notamment dans les pays émergents, dans lesquels ce décollage sera certainement beaucoup plus lent. Donc, ce qui explique que le décollage jusqu'en 2030 ne sera pas si important. Hein. Et bon, pour ce qui est de la production d'électricité hydroélectrique, donc là, il y aura une stagnation. On n'envisage pas de construire encore de grands barrages. Hein. Donc ça se traduit en termes d'émissions, je dirais, par le fait qu'on a une augmentation, donc c'est cette courbe-là, des émissions assez importantes. Donc actuellement, on est plutôt maintenant vers 25, parce que là c'était 2000, 25 millions de tonnes de CO2 par an émises. Hein. Et bon, on sera ici en 2030, vers 38 millions. Hein. Donc c'est sûr que par ailleurs, donc là au niveau des économies de l'OCDE, on aura une stabilité, mais par contre, au niveau des pays en développement et des pays de transition, on aura une forte augmentation. Donc c'était en 2008, je pense, c'est la Chine en absolu a dépassé les États-Unis au niveau des émissions de CO2. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'en Chine, par exemple, il y a à peu près 1500 véhicules immatriculés par jour, je dirais, à Pékin. Donc il y a une augmentation très importante, je dirais, des émissions, non seulement, je dirais, sur le plan, je dirais, de l'énergie, puisque en Chine, il y a une centrale qui est démarrée, une centrale charbon qui est démarrée tous les 15 jours, donc, et aussi une consommation aussi au niveau du transport, hein, non seulement. Donc, et il n'y a pas que la Chine, il y a aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui construit aussi d'énormes centrales charbon. Hein. Donc à terme, donc là en 2050, on arriverait, si on extrapole la courbe, si on ne fait rien naturellement, donc là c'est si on ne fait rien du tout, on arrive vers 62 millions de tonnes de CO2, ce qui est énorme. Donc, les experts du GIEC ont travaillé avec l'AIE, hein, l'Agence internationale de l'énergie, et ils ont étudié différents scénarios envisageables. Et pour, je dirais, stabiliser l'augmentation de température, la limiter à 2 degrés à la fin de ce siècle, il est impératif de stabiliser la teneur en CO2 à 450 ppm dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est sûr que je vous répète que si rien n'est fait, donc c'est plus 6 degrés en 2100. Donc ça veut dire que il faut réduire en 2050, au lieu d'avoir les 62 milliards de tonnes de CO2 émis par an, il faut qu'il n'y en ait plus que 14 en 2050. Donc ça veut dire diviser pratiquement par 4 les émissions, mais au niveau mondial. Hein, donc tenant compte nos pays, mais aussi tous les pays qui sont actuellement des pays émergents. Hein. Donc, les routes à suivre. En fait, il y a trois routes, je dirais schématiquement, 3 routes que l'on peut suivre, et qui seront suivies d'ailleurs en parallèle, parce qu'il n'y a pas une route unique qui sera prise en compte. Donc c'est déjà essayer de réduire la consommation d'énergie. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans les têtes un peu partout, tout au moins dans nos pays de l'OCDE. Hein. C'est améliorer donc l'efficacité énergétique, améliorer les rendements, et aussi essayer d'avoir une utilisation rationnelle de l'énergie, par exemple le covoiturage, ou ne pas gaspiller l'énergie. En fait, hein. Donc ça, c'est une première voie qui repose, c'est sûr, sur l'amélioration du niveau technique, puisque là, ce sont les rendements des moteurs, des centrales, et aussi sur les aspects de comportement. Donc là, il y a aussi tous les aspects politiques à mettre en œuvre. Hein. La deuxième voie, qui est aussi regardée, c'est d'essayer de décarbonater le mix énergétique. Donc essayer d'avoir le moins possible de carbone, je dirais, dans la production d'électricité. Donc c'est par exemple le nucléaire peut rentrer dans cette catégorie. Hein. C'est aussi le déploiement du gaz par rapport au charbon, sachant que
le gaz coûte peut-être plus cher, enfin bon, mais à même, je dirais, production d'énergie, on émet 2 fois moins de CO2 avec du gaz qu'avec du charbon. Donc c'est sûr qu'il y a un intérêt à regarder de plus en plus, je dirais, ce type d'énergie. D'ailleurs, les Allemands commencent à regarder de plus en plus. Vous savez que les Allemands ont décidé d'arrêter le nucléaire et bon, ils se posent des questions à savoir comment je dirais, le substituer avec, je dirais, des émissions déjà chez eux 3 fois plus importantes que chez nous en termes de CO2 parce qu'ils ont beaucoup de centrales charbon. Et ils pensent, je dirais, beaucoup au gaz, en fait, hein, et aussi aux biotechnologies. Et donc ça, l'autre voie, ce sont les biocarburants, les biotechnologies. Hein. Donc là, il y a notamment le CEA qui travaille avec l'IFP dans un projet qui s'appelle Futurol, où on essaye de préparer, je dirais, les biocarburants de deuxième génération, en fait. Et la troisième voie, c'est la voie pour laquelle je dirais, que je vais vous présenter. Donc c'est le captage, le transport et le stockage du CO2. Donc avant de venir sur le captage, juste quelques illustrations. Donc en fait, au niveau de l'amélioration de l'efficacité énergétique, donc bon, c'est sûr que bon, l'exemple classique, c'est la Toyota Prius, donc c'est la voiture hybride. Qui permet de limiter la consommation de carburant et aussi des développements. Donc, par exemple, à l'IFP, on travaille sur, je dirais, d'essayer de développer des moteurs plus sobres, je dirais, pour le transport, que ce soit pour les camions que pour les voitures particulières. Et l'objectif du gouvernement, c'est d'essayer de produire assez rapidement des voitures qui ne consommeront que 2 litres au 100, en fait. Donc là aussi, ça nécessitera quand même de travailler sur le rendement de façon importante. Autre aspect aussi, c'est, je dirais, essayer de développer une technologie pour les centrales à charbon où on augmente le rendement. Donc les rendements des centrales à charbon sont passés quand même, je dirais, c'était très lamentable il y a une trentaine d'années, c'était à peine 30%, ils sont passés à 35%, maintenant c'est 45%, en travaillant sur le cycle vapeur. Et Alstom envisage d'avoir des rendements de 50%, en ayant des cycles, je dirais, à 700 degrés, qui nécessitera, je dirais, d'employer des matériaux particuliers. Donc c'est sûr qu'il y a un surcoût non négligeable parce qu'il faut, je dirais, travailler sur les matériaux, donc pour pouvoir, je dirais, tenir ces températures-là. Mais ça vaut le coup parce que ça permet après d'améliorer le rendement important. Bon, après, c'est tout le programme ici d'isolation des maisons. Donc en fait, donc là on voit des logements, on voit ici la maison qui est mal isolée. Enfin bon, je dirais c'est la seule maison sur laquelle la neige a fondu. Enfin, donc ça c'est sûr que. Et puis après il y a au niveau comportement, c'est l'utilisation du vélo. Donc en fait c'est vrai que bon, en Europe, en France on essaie de se mettre un peu au vélo, enfin, que ce soit le vélo à Lyon ou le Vélib à Paris. Bon, sachant que dans certains pays européens, en Hollande, par exemple, bon, le vélo est, je dirais, un moyen de transport important. Par contre, les Chinois, eux, utilisent de moins en moins le vélo. Donc c'est sûr qu'à Pékin, aux heures de pointe, vous ne voyez plus de vélo. Donc ça, c'est clair. Donc au niveau de la décarbonisation et le mix énergétique, donc c'est sûr qu'il y a l'éolien qui commence à se développer en Europe, et notamment en France. Il y a, je dirais, le solaire. Donc là, c'est une ferme solaire en Espagne. Donc, et ça ici, donc je dirais, au niveau de l'éolien, juste pour vous dire que, pour donner des chiffres, bon, actuellement au Danemark, il y a à peu près il y a plus de 35%, presque 40% de la production d'électricité qui est faite avec de l'éolien. Donc ils ont des fermes, je dirais, marines, au large, qui s'appellent des fermes. Donc en fait, ce sont des secteurs qui sont plantés d'éoliennes. Et puis l'autre possibilité, outre le gaz dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'utiliser des algues qui vont absorber d'ailleurs du CO2, donc faire de la croissance d'algues pour faire des biocarburants en fait. Donc on transforme ça en biocarburant. Donc c'est sûr que c'est une énergie, je dirais, qui est exempte de CO2 puisque au transport près,
transformation énergétique prête après, hein, dans la mesure où la plante, l'algue capte le CO2 et après on va redonner pour donner le carbone en fait. Hein. Et après c'est le carbone qui, par la combustion dans le moteur, va redonner le CO2. Hein. Donc c'est sûr que les biocarburants joueront un rôle, mais ce ne sera pas un rôle si important que l'on imaginait. C'est sûr que d'ailleurs la Commission européenne revient sur ses prévisions, je dirais, d'incorporation des biocarburants dans le parc automobile. Voilà. L'autre question qu'on peut se poser, c'est vrai que je l'ai fait volontairement, c'est quelle sera la place de l'énergie nucléaire. Donc c'est vrai qu'il y a le post-Fukushima, c'est sûr. Il y a aussi la question du risque de la dissémination par l'utilisation nucléaire, donc c'est l'Iran en fait. Hein. Et puis il y a aussi un point important, c'est que les ressources sont quand même limitées. Et on a actuellement, dans le monde, il y a plus de 5000 grosses centrales, et il y en a d'autres qui sont en construction d'ailleurs, et on aura des ressources limitées pour toutes les alimenter en uranium. Donc de toute façon, il n'y aura pas la possibilité je dirais, de résoudre le problème des gaz à effet de serre en mettant des centrales nucléaires partout. Donc c'est pas la solution non plus. Hein. C'est sûr qu'il y a des développements de la troisième génération, hein, et puis, il y a quand même des projets, même en Chine et en Afrique du Sud, donc ils ont aussi des projets de centrales actuellement. Hein. Donc ça, c'est sûr que le nucléaire, la France, d'un autre côté, grâce au nucléaire, on a quand même, je dirais, on émet beaucoup moins de CO2 qu'en Allemagne, on émet 3 fois moins de CO2 qu'en Allemagne, en fait, donc c'est sûr que... Mais ça ne peut pas être généralisé, c'est ça que je voulais dire. Et puis, dire 2 mots quand même de l'énergie pour 2100. Donc c'est sûr que là, la fusion nucléaire, donc il faut espérer qu'un jour, je dirais, elle deviendra réalisée. Hein. Donc c'est sûr que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'émission de CO2, pas de pollution atmosphérique et pas de limitation de ressources. Et en principe, pas de déchets. Par contre, il y a des gros problèmes technologiques pour maîtriser le plasma d'hydrogène et aussi des développements longs et coûteux. Donc c'est vrai qu'il y a le projet ITER qui a démarré pas loin d'ici, à Cadarache, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a le coût, donc c'est vrai que c'est une collaboration internationale et les coûts sont importants, et c'est le problème de la crise actuellement, c'est vrai que développer de nouvelles technologies, coûteuses, c'est coûteux, après il y a des choix, je dirais. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de financement pour ce projet-là. Hein. Mais c'est sûr que ça, c'est le projet de l'avenir, en fait, hein, c'est un des projets de l'avenir. Donc voilà, donc je vous ai brossé le panorama. Maintenant, je vais en venir à ce qu'est ce qu'on appelle en anglais le CCS, CO2 Capture and Storage, donc en français CSC, capture et stockage du CO2. Donc l'idée, c'est de dire, on va se mettre au niveau des grosses industries, des gros producteurs de CO2, et on va essayer de se mettre à leur échappement et puis essayer de prélever le CO2, d'éviter qu'il soit émis, je dirais, à la cheminée. Là. Et le CO2, dans ce système-là, après, il est comprimé, il est liquéfié, et après, on l'envoie dans des stockages souterrains. Donc, je détaillerai après le type de stockage qu'on peut envisager. Mais ce sont soit des anciens puits de pétrole ou de gaz déplétés, qui sont, je dirais, en fin de vie, ou alors les mettre dans d'autres stockages, notamment les aquifères, donc qui sont des restes de mer du secondaire, en fait, qui sont coincés entre différentes couches du Trias, par exemple, et qui sont très très profonds, donc c'est à 2500 mètres de profondeur, donc qui ne seront jamais de l'eau potable. Donc c'est pas de l'eau accessible, donc c'est de l'eau salée, par nature, ce sont des aquifères, de l'eau salée, et qui n'est pas potable. Hein. Donc il y a juste une chose, au point de départ, on pensait éventuellement le stocker dans le fond des mers, et donc là, il y a eu, je dirais, une décision dans les années 2000 pour dire, donc là, il y a trop de risques que de stocker au fond des océans, notamment pour, je dirais, les écosystèmes, hein, parce qu'il y a quand même une vie au fond des océans. Et donc là, je dirais, il y a eu, je dirais, une volonté pour arrêter toutes les recherches sur le stockage, je dirais, dans les abysses. Hein. Alors, il y en a encore qui continuent à travailler là-dessus, ce sont les Japonais.
Bon, parce que eux, le gros souci, c'est qu'ils n'ont pas de réservoir de pétrole.